Donc sur cette partie-là, on va parler du sémaphore. Le sémaphore, vous avez deux choses dans la doc qui vous permettent de comprendre ce que c'est. Je vais dans API Reference, où là, vous allez récupérer tout ce qui est les fonctions vraiment liées au sémaphore. Donc on va y revenir un petit peu plus tard. Mais juste avant, j'ai envie de vous présenter tout ce qui est kernel features, donc qui sont les fonctionnalités de FreeRTOS par rapport, voilà. En gros, l'explication de ces fonctionnalités. Si je clique sur sémaphore, je ne sais pas si vous voyez bien la figure qui est là. Hop, hop, hop. La figure qui est là, en fait, elle va nous illustrer le principe de synchronisation. Je vous ai parlé tout à l'heure de le listeux qui passe la crêpe à l'élève qui promet qu'il votera bien pour la liste en échange de la crêpe et puis qu'après il avance dans la liste. En fait, c'est pas forcément une synchronisation que entre deux tâches. Il peut y avoir une interruption qui se produit. Dans la routine d'interruption, elle fournit un sémaphore. L'idée, c'est qu'on passe le moins de temps possible dans l'interruption. Et après, la tâche qui est dédiée à la gestion de l'interruption va prendre ce sémaphore et va pouvoir s'exécuter. Okay. Voilà, c'est un exemple qui existe. Mais donc voilà, déjà, il y a d'une part le GIF qui est pas mal, l'animation, et d'autre part, il y a aussi le fait que cette page-là, tout simplement, sur la documentation de FreeRTOS, est quand même pas mal. Il y a un tout petit peu à lire, mais en tout cas, vous avez pas mal d'informations déjà. Ok. Donc le sémaphore, maintenant, si je vais vraiment sur une partie un peu plus technique, il va falloir que je le crée pour pouvoir l'intégrer dans mon projet. Donc j'ai différentes choses, create mutex, on en parlera plus tard, create counting et create binary. En fait, c'est la différence entre un sémaphore binaire et un sémaphore à compteur. Sémaphore binaire, vous avez qu'une possibilité, il est dispo ou il n'est pas dispo. Et sémaphore à compteur, vous avez plusieurs possibilités. Voilà, il peut être dispo en tant de quantité. C'est un stock en fait. Okay. Nous, on va dire, la ressource, elle est là, vas-y ou n'y va pas. Donc en gros, on va plutôt faire du sémaphore binaire. Donc je rentre sur X sémaphore create binary et je retrouve la fonction. Elle est relativement bien expliquée quand même. De toute façon, c'est simple, j'ai rien à filer à la fonction. Donc elle est de type void. Et elle me renvoie un sémaphore handle. Tout ça, en fait, ça se voit ici. Donc je vais pouvoir copier ça. Sémaphore handle, qui est ici. Donc je vais pouvoir créer du coup mon sémaphore. Où est-ce que je vais créer mon sémaphore? Où est-ce que ça paraît le plus pertinent pour vous? Dans la task 1? C'est pas une mauvaise réponse. Ça me va. Alors, qu'on soit d'accord, juste où ça dans la task 1? Avant ou après le while? Avant. Dedans, ça veut dire que vous allez créer en permanence un sémaphore. Okay. Avant alors. Ouais. Parce qu'un sémaphore, c'est quoi? C'est un objet qui est créé à la volée, okay, un peu comme une tâche. Donc c'est-à-dire que dans le gros tas de FreeRTOS, on va rajouter un sémaphore, puis encore un autre, puis encore un autre, puis encore un autre. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Un heap overflow. On va déborder de la grosse variable globale qui avait été attribuée à FreeRTOS. Et donc on va avoir un heap overflow. Donc il faut le faire avant. Sinon on l'écrit dehors de la tâche. Donc voilà, première possibilité, c'est ici. Ouais. Et sinon, deuxième possibilité, c'est en dehors de la tâche. Ouais. Tu me proposes quoi? À quel endroit en dehors de la tâche? Juste après void init. Dans le main ici? Juste après app init? Non, c'est pas dans le main, c'est en FreeRTOS, mais juste après. Ah, ici? Ouais. Alors tu peux pas appeler une fonction en dehors d'une autre fonction. Parce que ça, c'est un appel de fonction. Par contre, tu peux le faire là. Dans app init. Ok, dans app init, en fait, ça revient même que éventuellement le déclarer dans le main ici. Hein. D'ailleurs, STM32Cube MX vous propose des espaces pour créer les mutex, les sémaphores, les timers, les queues de messages, tout ça. Nous, le plus simple, on est parti au départ sur le pari de prendre une fonction app init qui va initialiser tous les outils nécessaires à mon OS, okay, à mon application. Donc, je vais faire ça là-dedans. Ok. Alors, je vais faire aussi gentiment comme ils m'ont proposé ici dans l'exemple. Je vais faire ça. Ok. Ce que je vais faire, le sémaphore, déjà, je vais le renommer. Je vais essayer de lui donner un nom qui soit explicite. Parce que quand je vais me retrouver avec un projet avec 15 sémaphores différents, je ne vais pas les appeler sémaphore 1, sémaphore 2, sémaphore 3. Okay. Là, en l'occurrence, je n'ai pas spécialement de nom explicite non plus pour mes tâches. Mais là, voilà, séma task 1, task 2, je sais que c'est le sémaphore qui va partir de task 1 aller vers task 2, voilà.
Ça va ça? Tout le monde est d'accord là-dessus? Alors si je compile, je me fais envoyer péter. Pour une raison très simple, il ne connaît pas le type sémaphore handle et il me dit déclaration implicite de la fonction sémaphore create binary. Ce type-là, à votre avis, il est déclaré où? Et pareil pour la fonction x sémaphore create binary. Ouais. Il est déclaré dans un fichier de FreeRTOS. On peut parcourir comme ça. On peut y aller à l'aveugle. Middleware, third party, FreeRTOS, source. Là, j'ai quoi? Task, queue, tout ça, je sais pas. Je vais voir dans include. Dans include, j'ai un truc qui s'appelle sémaphore.h. Et si je veux voir, effectivement, tout est là-dedans. Ok. Ça, si je veux être un peu plus précis, en fait, c'est déjà marqué dans la doc. Mais je suis d'accord que c'est peut-être l'information la moins claire de la doc. Voilà. C'est caché ici. Il faut utiliser sémaphore.h. Ok. Mais si vous avez fait un petit peu de Qt et que vous avez regardé les QWidgets et compagnie, vous avez toujours en haut de la doc, et quand vous faites de la doc info, vous commencez à avoir l'habitude, vous avez toujours les headers, enfin le header concerné, en haut de la page. Et donc du coup, si je fais ça maintenant, ici un dièse include sémaphore.h, attention à l'espace qui s'est rajouté au copier-coller. Si je compile, maintenant c'est bien. Ok, parfait. Donc j'ai déclaré mon sémaphore, j'ai créé mon sémaphore, et maintenant qu'est-ce que je vais faire avec mon sémaphore? Ben, je vais faire ce qu'on me demande de faire avec, à savoir, ma tâche 1 donne le sémaphore à la tâche 2. Donc la tâche 1 donne le sémaphore. Qu'est-ce que j'ai comme fonction pour ça? J'ai une fonction qui s'appelle xSémaphore_give, qui est où? Qui est ici. Comment elle fonctionne cette fonction? Sémaphore_give, le handle du sémaphore qui m'intéresse. Ok. Elle peut me renvoyer vrai ou faux. Vrai si le sémaphore a bien été libéré. Faux si jamais j'ai plus de place dans le sémaphore, mais ça c'est plutôt pour les sémaphores à compteur, à la limite. Okay. Donc à la limite, nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est juste ça. Donc ma tâche 1, elle est censée faire un xSémaphore_give, ici. Je précise bien le bon sémaphore, hein. Je ne fais pas un copier-coller de l'exemple, mais un copier-coller intelligent, je réfléchis un petit peu. Je compile, et là, je me fais gentiment envoyer péter. Quelle est la raison? C'est ma task 1, task 2 non déclarée. Première utilisation dans cette fonction-là. Est-ce que c'est déclaré localement? Ouais, le handle, je l'ai déclaré ici, mais c'est une variable locale à ma fonction appinit. Sauf que le handle, c'est ce qui va me permettre de manipuler le sémaphore. Donc il faut qu'il soit accessible depuis task 1, task 2 et appinit. Donc ce handle là, je vais le mettre en variable globale. Je vais le mettre ici. Et là, ça compile. Et là, je suis content. Ok? Donc j'ai créé le sémaphore. J'ai réussi avec la tâche 1 à donner le sémaphore. Il me reste à prendre le sémaphore avec la tâche 2. Quelle fonction je peux utiliser? xSémaphore, take. On va la tenter. Comment ça fonctionne? Il faut deux paramètres. Les deux paramètres qui sont expliqués ici. Le premier, c'est le sémaphore que je dois prendre. Donc à la limite, c'est pas très compliqué. On va faire pareil dans la tâche 2. xSémaphore, take. Le premier paramètre, c'est le sémaphore que je dois prendre. Le deuxième paramètre maintenant, quel est-il? Le temps en tick à attendre avant que le sémaphore devienne disponible. Ok. Qu'est-ce que je vais mettre du coup? Pour l'instant, juste pour les besoins de la démo, je vais réduire les délais d'un facteur 10. Pour l'instant, je vais mettre 1000 et on va voir c'est quoi son impact plus tard. Ok, mais pour l'instant, je mets 1000. Ça vous va? Ok, je reste là-dessus. Et on y reviendra un petit peu plus tard, mais la fonction va vous renvoyer vrai ou faux en fonction de ce qui s'est passé. Juste comme ça, moi j'ai mis 1000. C'est quoi l'unité que j'ai mise ici? Le tick. Si jamais je voulais mettre une unité en millisecondes,
il vous dit vous pouvez utiliser ça comme macro. Ok, qui permet de convertir de millisecondes vers nombre de ticks. Mais tant que c'est clair pour vous qu'on parle en ticks, on peut rester comme ça. Allez, run. Hop, j'ai oublié un truc. Je reviens vers vous. On est dans quel fichier Green buffer. Je reviens vers vous après, c'est pas très grave ça. Mais du coup, si je regarde ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ma tâche 2... non, on voit pas très bien. On voit ma tâche 3 qui arrive 3 fois plus fréquemment que ma tâche 2. Est-ce que c'est normal? Ouais, parce que j'ai mis un délai 100 pour ma tâche 3. Et ma tâche 2, elle est réveillée par la tâche 1 qui, elle, a un délai 300. Ok. Je peux le confirmer avec Scana Studio. J'ai pas réglé mes triggers. Est-ce que ça marche quand même? Non. Je vais baisser en fréquence. Toc. Logic change sur toc. Et c'est parti. Et là, du coup, on voit que la tâche 2, elle est toujours synchronisée avec la tâche 1. Ok. Donc on voit l'outil, enfin l'intérêt du sémaphore, c'est un outil de synchronisation. La tâche 1 libère le sémaphore. La tâche 2, du coup, prend ce sémaphore et peut s'exécuter. On est OK là-dessus? C'est ovale pour l'instant? Maintenant, dans ma tâche 2, si au lieu de faire un sémaphore take avec un délai, enfin un timeout de 1000, si je fais un timeout de 100, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, logiquement, sur mon comment? Hop. Sur mon terminal, je devrais avoir les tâches 2 et tâches 3 qui sont quasiment toujours en simultané. À peu près, hein. En gros, je vois la tâche 3, je vois la tâche 2, je vois la tâche 3, je vois la tâche 2, je vois la tâche 3, la tâche 2. Okay. Des fois, j'ai un petit peu d'entrelacement, des fois, j'en ai pas. Et si je regarde sur mon analyseur logique, je vais confirmer ça. J'ai confirmé que ma tâche 2, cette fois-ci, elle est plus uniquement dépendante de la tâche 1, mais elle va s'exécuter à une période de 100 millisecondes. Ok. Pourquoi? Là, j'ai bien une période de 300 millisecondes pour ma tâche 1, mais ici 100 millisecondes pour ma tâche 2. Pourquoi? Réponse. C'est pas la priorité, c'est le paramètre que je viens de changer. Donc c'est quoi ce paramètre? Qu'est-ce que vous comprenez du coup de ce paramètre qui s'appelle timeout? C'est le temps maximum qu'il va attendre Ouais. être libéré. C'est ça, c'est le temps maximal que je m'accorde à rester dans cette fonction en mode bloqué. Parce que si je fais un sémaphore take, je suis à l'état running pour l'instant, je fais un sémaphore take, le sémaphore est disponible, et ben je suis content, je reste à l'état running. Je fais un sémaphore take et le sémaphore n'est pas disponible, la tâche en question elle va passer dans l'état bloqué. Elle passe à l'état bloqué. Donc comme elle passe à l'état bloqué, il faut qu'il y ait un événement qui permette de la ramener à l'état ready. Deux événements possibles. Le sémaphore est arrivé, est disponible. Dans ce cas-là, je le prends. Et la fonction xSémaphoreTake va me renvoyer vrai. Deuxième solution, le sémaphore n'arrive pas à être disponible, mais le timeout s'est écoulé. Donc je quitte la fonction xSémaphoreTake quand même. Donc je passe de l'état bloqué à l'état ready. Cette fois-ci, ça va juste me renvoyer false pour dire j'ai pas obtenu satisfaction, mais je suis quand même débloqué. L'idée, c'est que si la tâche 1 elle est bloquée indéfiniment, eh ben, j'ai quand même une solution de repli qui me permet à ma tâche 2 de s'exécuter. Ok. Et dans le pire des cas, ben, je peux mettre un 0 ici. Ça veut dire que jamais j'attendrai. S'il n'est pas disponible, tant pis, je passe à autre chose. Ou alors j'ai port max delay, qui veut dire j'attends à l'infini. Vous avez fait gaffe à la valeur de ça? Non, parce que c'est pas ça le vrai nom. C'est comment? C'est avec un petit port. Toc. Vous avez vu la valeur? FFFFFF. C'est-à-dire tous les bits sont à 1. C'est-à-dire la valeur maximale que peut atteindre ce compteur. Okay.
Donc ça me permet d'attendre à l'infini. Ok. Donc du coup, le sémaphore take, il permet de libérer une tâche. Ah, il y a une autre figure qu'il faudrait que je vous montre un petit peu plus tard. Bah non, c'est dans le... Oui, c'est dans le... Je vous en parle tout de suite. Toc. Juste, je fais le délai. J'essaie de faire un tout petit truc. Je vais voir si ça fonctionne là cette fois-ci. Toc. Ok. On est sur le ici, toc. Donc là, je viens de récupérer les traces un petit peu comme je vous ai montré tout à l'heure. Ah, je suis pas depuis le début. Hop là. Là, j'ai ma tâche 1 par exemple qui s'exécute ici, elle est en vert. Ok. Ma tâche 1, elle va s'exécuter. En fait, elle devient ready parce que on est passé au tick 1200. Donc, enfin 1201, donc c'est bon, elle peut s'exécuter. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un sémaphore give. Et du coup, ma tâche 2 va pouvoir s'exécuter parce que elle a obtenu satisfaction. Ok. Par contre, ma tâche 2, ma tâche 2, elle envoie les différents caractères. À la toute fin d'avoir envoyé tous les caractères, comme il n'y a pas de délai sur ma tâche 2, elle revient au tout début de sa fonction, de son while 1. Au tout début, elle refait un take qui n'est pas satisfait. Ok. Comme le take n'est pas satisfait, bah, la fonction, la tâche 2, pardon, elle passe à l'état bloqué. La tâche 3, elle peut s'exécuter. Et c'est juste qu'à la prochaine occurrence de la tâche 1, qui s'exécute ici, ma tâche 1 qui refait un sémaphore give, et bah cette fois-ci, ma tâche 2, elle se libère parce qu'elle a obtenu satisfaction sur le sémaphore est cette fois-ci disponible, il est à nouveau disponible, et donc la tâche 2 peut continuer jusqu'à se rebloquer la fois d'après à cause d'un autre appel à sémaphore take, mais qui n'est pas satisfait parce que la tâche 1 ne s'est pas exécutée entre temps, tout ça. Ok. Donc du coup, on a bien le mécanisme de synchronisation. La tâche 1 donne le sémaphore, et la tâche 2 demande le sémaphore. Si elle l'a pas, elle est bloquée. Si elle l'a, elle continue. Ok. Ça vous va? Ouais. Le sémaphore, c'est un signal. C'est un outil. C'est en fait, je vous ai pas montré le tout début de l'exécution du code, mais je sais pas si tu te souviens, tout à l'heure, je vous ai montré le malloc de la stack et du TCB de la tâche 1. Pareil pour la tâche 2, pareil pour la tâche 3. Et en fait, avec le sémaphore create, tu as aussi un malloc, donc une zone dans le heap de FreeRTOS, qui est créée, qui contient des informations. Ces informations, c'est notamment la file d'attente, c'est-à-dire toutes les tâches qui font un sémaphore take se retrouvent dans une file d'attente par ordre d'arrivée. Et puis tu as aussi le compteur de sémaphore. Donc là, c'est un sémaphore binaire, donc soit il est dispo, soit il n'est pas dispo. Mais sinon, pour les sémaphores à compteur, ça va être j'ai encore 5 places disponibles ou 3 places disponibles, tout ça. Donc en fait, c'est une structure. Une structure qui est stockée en mémoire et qui est lue par ton système d'exploitation. La tâche 1, elle ne reprenait jamais le sémaphore. Non, elle fait que donner. Le sémaphore, c'est une tâche qui donne, l'autre qui prend. C'est une transmission, c'est un passage de témoin. Ok. À pas confondre avec le mutex qu'on a vu. Là, tu possèdes la ressource, enfin, tu possèdes le jeton qui te donne l'accès à la ressource. Le sémaphore, c'est tu passes un signal, en fait. Alors, signal, je mets des gros guillemets dessus. C'est tu passes un feu vert, quoi. Enfin, ça revient au même. Mais ouais, tu donnes une information, un go, quoi. Ça va? Ok. Et ben je m'arrête là.